Bonjour, merci à tous d'être ici. Donc, la présentation va se faire un peu en deux volets. Le volet aspect matériaux dans lequel on œuvre présentement, et puis au départ un peu le travail qui a été fait en place depuis 2005. Donc, je travaille sur le chanvre depuis 2005. Donc, c'est un peu l'histoire, ma petite histoire là, de ce qui s'est fait dans le temps. Donc, l'historique, donc j'ai commencé, je me suis intéressé au chanvre en 2005, donc j'ai fait plusieurs voyages en Europe pour aller chercher de l'information, puisqu'ici, en 2005, il y avait très peu d'informations qu'on pouvait trouver. Donc, en 2010, j'ai importé de la fibre de l'Europe pour arriver à faire, sous forme de sous-traitance, de l'isolant dans une usine textile basée à Montréal. En 2013, on a débuté la culture du chanvre pour le défibrage de la paille. Donc, à Trois-Pistoles, dans le Bas-Saint-Laurent, on a mis en place des équipements. Désolé. On a mis en place des équipements rudimentaires, mais qui nous ont permis de défibrer la paille de chanvre, donc d'avoir de la fibre, d'avoir de la chènevotte. Et puis, on a réussi à faire une fibre quand même assez courte pour nous permettre d'arriver à faire de l'isolant avec. Et puis en 2017, donc c'est tout nouveau, la construction de l'usine de fabrication d'isolants à asbestos, nous permettant de concrétiser un projet là qu'on a mis en place depuis plusieurs années, où MEM, pardon, une des entreprises qui m'appartient, est partenaire de cette usine. Donc, quand on reçoit de la fibre de chanvre, ça ressemble à ce que vous voyez à votre gauche. Donc, c'est des ballots qui sont compressés. Bon, le poids peut varier, mais généralement, c'est des ballots d'à peu près 200 kilos. Et puis, par la suite, on met, dans le fond, cette fibre de chanvre-là dans des équipements qui vont permettre d'ouvrir la fibre de chanvre pour la mélanger à du polyester afin de pouvoir la cuire. En 2010, puis vous pourrez voir en arrière, on arrivait à faire des produits sous cette forme-là. Donc, on a commencé à commercialiser les produits, à faire connaître les produits. On a fait différents salons au Canada et aux États-Unis. Et puis, je vous dirais 9 ans plus tard, on commence vraiment à sentir une évolution, un engouement pour cet isolant-là qui a beaucoup plus de caractéristiques, je dirais, techniques intéressantes que les produits de la compétition. Donc, on pourra le voir dans un deuxième volet. En 2013, on s'est intéressé à la culture parce que, comme je le disais tantôt, on n'arrivait pas à trouver de la matière première locale. Donc, on voulait aussi avoir une idée de comment réagissaient certains cultivars par rapport à la culture. Et puis, l'idée, c'était d'avoir des notions aussi sur les rendements en paille, chose qui a très peu été étudiée ici au Québec. On a beaucoup développé l'expertise sur le volet grain, mais sur la paille, la fibre, très peu d'études ont été faites. Et puis, je mentionnais sur la diapo que la plupart, un peu, tantôt la FNPC l'a mentionné, la plupart des cultivars disponibles au Québec, des semenciers québécois, étaient des cultivars dioïques et non monoïques. Le défibrage à Trois-Pistoles, donc en 2014, on a commencé à créer des équipements puis rassembler tout ça pour arriver à séparer la chènevotte de la fibre pour tranquillement commencer à développer les marchés aussi avec la chènevotte pour en faire des blocs, en faire du béton de chanvre, en faire des enduits. Donc dès 2014, on s'est lancé dans ce marché-là. La construction de l'usine en 2017, donc c'est la première usine en Amérique du Nord où on peut fabriquer avec des équipements spécifiques pour le nappage, donc le non-tissé qu'on appelle, pour fabriquer de l'isolant. Et puis, ces équipements-là nous permettent d'avoir une versatilité pour pouvoir faire des isolants, par exemple, avec tout ce qui est végétal, donc que ce soit du lin, du chanvre, du coton, peu importe. Donc, on est capable de le faire. Et puis, la semaine prochaine, on va faire des tests aussi avec un isolant avec une matière première qui nous provient de la Hollande. Ça va être fait avec de la pelouse. Donc, un isolant tranquillement qui va commencer aussi à apparaître, je vous dirais, au Québec.
la pelouse, elle est séchée, donc on a extrait tout l'aspect liquide, et puis par la suite, ce qui reste, c'est vraiment la fibre. Donc, ça sera très, très similaire au chanvre. Par contre, la fibre sera beaucoup plus courte. Les partenaires dans Nature Fibre, on a Vivaco qui est le partenaire principal, donc qui est une coopérative qui est située dans le centre du Québec. Je ne connais pas par cœur le nombre de producteurs, mais je sais qu'il y en a plusieurs centaines. Et puis, pourquoi une coopérative agricole? Parce que pour nous, c'est important d'être verticalement intégré, donc d'être capable de contrôler l'aspect de la culture pour arriver à, je dirais, à mettre en place cette filière-là. Parce que si on essaie de faire de la demande pour avoir de la matière première dont on a besoin, ça peut être un peu plus complexe, sachant que cette coopérative-là connaît très bien ses producteurs, donc peut nous référer directement avec des producteurs qui seraient enclins à cultiver le chanvre. On a Isofib, qui est une entreprise qui distribue les produits finis. Nutraceutec aussi, qui est une entreprise qui travaille présentement à développer certains produits à base de CBD, mais aussi un petit volet transformation alimentaire. Et puis M&M, qui est mon entreprise aussi au niveau de la commercialisation. Et puis tout récemment, ça va se faire prochainement, les gens de la France qui ont fait une présentation un peu plus tôt vont devenir aussi partenaires chez Nature Fibre, sachant que pour nous tous, c'est important d'avoir un aspect technique au niveau de la culture du chanvre pour nous permettre d'aller beaucoup plus rapidement et puis d'aller chercher une expertise qui présentement n'est pas présente au Québec. Donc, les trois volets chez Nature Fibre, l'image en haut à votre gauche, c'est le nappage, donc une petite partie des équipements. Il y a le volet des fibrages, on a fait certains tests, on a démantelé pour le moment parce qu'on avait besoin d'espace. Et puis, on va remonter, si on veut, cette ligne-là pour être capable de défibrer nous-mêmes cette matière première-là. Pour nous, c'est un enjeu qui est très important. Et puis, un petit volet alimentaire là, qui représente pas un gros volume d'affaires, mais qui est en place pour, dans le fond, subvenir aux besoins d'un de nos partenaires. Maintenant, l'aspect isolation. Donc, je vais un peu approfondir techniquement ce qui va nous permettre de comparer l'isolant de chanvre ou les produits à base de fibres végétales, donc les isolants biosourcés, qui sont très populaires en Europe depuis une vingtaine d'années. Et puis, je vous dirais qu'en Amérique, ça commence à apparaître, mais le Québec est précurseur au niveau de ces produits-là. Donc, les deux photos font en sorte que, pour moi, la maison la plus écologique, c'est un igloo. Dans le fond, du moment où on a transformé cette matière première-là, quelques mois après, lorsque le climat se réchauffe, il n'y a plus de traces, si on veut, dans l'environnement. Donc, d'année en année, on peut refaire, si on veut, des igloos, et puis on a très, très peu d'impact sur la planète. Alors que quand on construit des maisons, généralement, le domaine de la construction, je dirais qu'il est le deuxième, si on veut, secteur d'activité le plus polluant après les transports. Donc, c'est un milieu sur lequel je crois qu'il faut s'attaquer, sachant que pour construire une maison neuve, présentement, on dépense à peu près 1 million de kilowattheures pour la construction dans son ensemble de cycle de vie, alors que présentement, pour chauffer une maison annuellement, on va dépenser entre 20 et 25 000 kilowattheures. Donc, à chaque fois qu'on construit une maison neuve, on vient impacter, si on veut, la planète d'une cinquantaine d'années. Donc, j'ai divisé, il y aura les isolants conventionnels et puis les isolants biosourcés. Donc, tout le monde connaît la laine de roche, les styrofoams, la laine de roche, l'uréthane giclé. Ils ont tous, en partie, un point commun, c'est qu'ils sont tous issus de matières premières recyclées. Donc, matières premières post-consommation. Donc, la Roxul est faite avec des scorings d'acier, donc des résidus de scoring d'acier. La laine de verre est faite avec des résidus de verre où tout le verre qu'on met au recyclage est refondu pour en faire en partie de la laine rose. Et puis du côté de l'uréthane giclé, c'est les canettes de plastique qu'on va réutiliser pour introduire dans le mélange de l'isolant. Donc les avantages des produits conventionnels, je vous dirais que c'est... Bon, on va partir de la laine de verre, aller à l'uréthane. Les facteurs R sont assez différents, mais généralement, les facteurs R, pour tous les produits en natte, vont être très, très similaires pour une valeur au pouce. Il n'y a pas vraiment de différence entre chacun des produits.
Il y a la disponibilité, on retrouve tous les produits conventionnels, on les retrouve un peu partout, autant sur le territoire du Québec que du Canada. Et puis, le prix. Bon, quand on regarde l'isolant de verre, qui est un produit qui est pas très coûteux, contrairement à l'uréthane, qui est l'isolant présentement avec les styrofoams le plus dispendieux que l'on retrouve sur notre marché à nous. Les désavantages, les produits à très forte valeur aire, c'est des produits qui ont une densité qui est très faible. Donc, quand on a une densité qui est très faible, un poids très léger, on soumet nos isolants à un déphasage qui est pas très bon. Donc, le déphasage, c'est le temps que va prendre, par exemple, la chaleur de l'extérieur, les rayons du soleil, pour traverser une paroi, et puis faire en sorte qu'à l'intérieur, on se retrouve en surchauffe. Donc, c'est ce qui fait que l'été, généralement, lorsqu'il fait chaud ou qu'il y a présence de soleil, dans l'habitat, on va se retrouver à utiliser de la climatisation parce qu'après quelques heures, ce déphasage-là ou cette chaleur-là vient augmenter la température intérieure de l'habitat. Un bilan énergétique élevé, donc quand on travaille avec du pétrole ou avec du minéral, on a besoin généralement de beaucoup d'énergie pour faire des produits, donc ce sont des produits qui sont quand même assez polluants. Je vais y revenir tantôt avec un tableau sur les bilans carbone. La sensibilité au point de rosée, donc les produits à base de pétrole et les produits de laine minérale sont insensibles à l'eau. Donc à ce moment-là, il n'y a pas possibilité pour ces isolants-là de gérer l'humidité. La faible durabilité, quand on prend la laine de verre, c'est un produit qui n'est pas très coûteux, mais c'est un produit dans le temps qui n'est pas très résistant non plus. Donc, tranquillement, on commence à documenter ça pour faire en sorte qu'on soit capable de donner une durée de vie, si on veut, à un produit. Matières premières non recyclables, non renouvelables, les risques sanitaires, la plupart de ces produits-là qui sont à base de fibres minérales contiennent des fibres courtes. Donc, à ce moment-là, lorsqu'elles sont respirées, peuvent être dangereux pour les voies respiratoires. En Europe, certains produits sont catégorisés niveau 3 au niveau cancérigène. Et puis les rongeurs aiment bien ce type d'isolant. Tout le monde connaît bien que, bon, pour certains bâtiments ou quand on fait des rénovations, il n'est pas rare de voir des chemins où les rongeurs ont pu s'installer. Dans le fond, ici, c'est un tableau pour démontrer l'importance du déphasage. Je vous dirais qu'en Europe, on en parle beaucoup, en Amérique, on en parle peu, parce que comme les isolants conventionnels n'ont pas une très forte capacité de déphasage, on n'en met pas l'emphase parce que ça défavorise, si on veut, le produit. Donc, l'idée, c'est ce qui est en rouge, c'est la courbe de température extérieure, et puis ce qui est en bleu, la courbe de température intérieure. Donc, plus on va avoir une paroi avec un déphasage élevé, plus la température à l'intérieur de l'habitat va être stable, autant en été qu'en hiver. Maintenant, les isolants biosourcés. Ici, on a en bas, à votre droite, l'isolant de chanvre. On a le béton de chanvre. Au centre, les isolants fabriqués à partir de pelouse. On a en haut, à votre gauche, les blocs chaux-chanvre et puis complètement à gauche, les panneaux de fibre de bois qui vont commencer à faire leur apparition éventuellement. Donc, les avantages des produits biosourcés, un facteur R bon à élever, donc c'est un facteur R très similaire à tous les laines de verre, pardon, pas de verre, mais les laines minérales, donc des produits en natte, si on veut. Donc, la plupart de ces produits-là auront un facteur R très similaire. Un très bon déphasage, je viens de vous expliquer, sachant que nos produits ont une densité, vous pourrez le constater, quand on touche au produit puis qu'on le prend dans nos mains, il est plus lourd que les autres produits, donc c'est ce qui fait qu'il a une capacité d'emmagasiner la chaleur. Un très bon bilan énergétique. Dans le cas des matériaux biosourcés, on sait qu'1 mètre cube de bois va fixer 1 tonne de CO2. C'est exactement la même chose avec le chanvre. Donc, au lieu d'émettre du CO2 lors de la transformation du produit, on va être capable d'en stocker et puis arriver à documenter ça pour avoir, je vous dirais, un bilan carbone qui sera soit neutre ou à la limite négatif. La gestion de l'humidité. Tous les produits biosourcés ou issus du monde végétal sont capables d'emmagasiner la vapeur d'eau et puis par la suite la restituer, ce qui n'est pas du tout le cas du minéral.
Donc, l'idée, c'est pour ça qu'on a des vêtements qui sont issus généralement de matières premières végétales. Lorsqu'on a du synthétique, le synthétique va très, très mal réagir à l'absorption de l'humidité, donc la transpiration. Puis à ce moment-là, je vous dirais qu'on va avoir un inconfort à rester dans ce matériel-là. Pour ce qui est du chanvre, le chanvre peut prendre 20% de son poids en eau avant de commencer à perdre son facteur air. Pour vous donner un exemple, la laine de verre, c'est 0,5%. Donc, le chanvre est 40 fois plus performant en présence d'humidité que la laine de verre. Durabilité, capillarité, c'est une matière première qui est renouvelable. Le chanvre a une période, tout dépendamment du type de cultivar, d'une période de croissance de 90 à 120 jours. Donc, on peut en cultiver à chaque année. C'est bon pour l'environnement parce qu'on fixe énormément de CO2. L'aspect recyclable, le produit en fin de vie peut être soit recyclé. Nous, on peut le rebroyer pour le repasser dans nos machines ou à la limite en envoyer une bonne partie au compost, sachant que c'est issu de chanvre à 95%. Un piège à carbone, j'en ai parlé, et puis les rongeurs n'aiment pas. Donc le chanvre, dans sa période de croissance, fixe de la silice, ce qui fait que le produit se coupe pas bien avec un X-Acto. Alors que quand les rongeurs vont s'y attaquer, à ce moment-là, les dents vont commencer à rétrécir. Donc, le rongeur va vite comprendre qu'il n'a pas intérêt à commencer à s'installer dans le chanvre. Les désavantages, présentement, au Québec ou au Canada, c'est la disponibilité. On est en train de monter un réseau de distribution, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, présentement, les produits ne sont pas disponibles partout au Québec, sachant qu'on peut expédier des produits à partir de l'usine directement à Asbestos dans à peu près tous les secteurs de l'Amérique du Nord. Et puis, le coût moyen élevé, donc on a un coût, comme c'est une matière première qu'on doit cultiver, contrairement aux autres isolants qui sont issus de matières post-consommation où le prix de la matière première a très peu d'influence sur le prix de détail du produit. Dans ce cas ici, l'idée, c'est d'encourager une production agricole et puis par la suite, d'être compétitif par rapport à la transformation. Ici, c'est un tableau qui vous montre, dans le fond, le bilan CO2 de chacun des produits d'isolation qu'on peut retrouver ici au Canada, sachant que le produit le plus polluant présentement, ce sont les polystyrènes, donc les styrofoams. Et puis, juste en avant-dernier, c'est la laine de roche, donc la Roxul. Et si on va complètement à gauche, là où on arrive à stocker passablement de CO2, c'est avec la chaîne VOT, qui, elle, va avoir besoin d'une transformation primaire, parce qu'une fois qu'on l'a défibré, on peut tout de suite l'ajouter, par exemple, à des mélanges de chaux formulés pour en faire soit un béton ou des blocs, ce qui fait qu'on consomme très, très peu d'énergie pour la transformation de ces produits-là. Donc, la chaîne VOT de chanvre demeure un des produits avec le meilleur bilan carbone au niveau des matériaux d'isolation. Et puis, tout au centre, là, la laine de chanvre est tout juste en dessous du bilan carbone neutre ou à zéro. Donc, dans son analyse de cycle de vie complète, on a émis autant de CO2 qu'on en a stocké. Donc, on a un bilan carbone qui, pour ma part, est excellent, contrairement à tous les autres qui vont ne faire ou qu'émettre du CO2. Il y a aussi le tableau des énergies grises. Donc, tout ce qui est en vert, ce sont les produits qu'on a rencontrés tantôt. Donc, encore là, certains produits, le premier produit à gauche, c'est la paille qui demande très, très peu de transformation, mais qui est très peu utilisée et puis qui est assez pénible à mettre en œuvre, sachant que ça demande une formation quand même particulière avec des endus aussi particuliers. Et puis, par exemple, un des produits qui se trouve en verre, qui est la fibre de bois, qui perd un peu de plume par rapport à son énergie grise, c'est que pour fabriquer, par exemple, avec des copeaux de bois, des panneaux de fibre de bois à très haute densité, il faut faire éclater cette fibre-là ou ces copeaux de bois-là à la vapeur pour en extirper, si on veut, une fibre, ce qui fait que pour chauffer des copeaux de bois à la vapeur, on consomme quand même un peu d'énergie, soit électrique ou d'énergie fossile. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tantôt je vous parlais que la plupart des matériaux vont consommer de l'énergie. Et puis, c'est pour vous donner un exemple, présentement, un peu partout sur la planète,
Vous avez à votre gauche des coraux qui sont en pleine santé. Et puis, vous avez à votre droite des coraux qui sont morts. Et puis, du moment où les coraux sont morts, je vous dirais, on va mettre plusieurs décennies avant que ces animaux-là puissent revivre. Donc, présentement, on a un effet de réchauffement climatique un peu partout sur la planète. Et puis, les coraux sont un bon indicateur, si on veut, du comportement ou du réchauffement, si on veut, des océans. Et puis, généralement, quand on fabrique, par exemple, de l'isolant de roche, on va y mettre dans l'atmosphère du dioxyde de soufre et du dioxyde d'azote. Et lorsque ces gaz-là vont monter dans l'atmosphère et puis qui vont être combinés à de l'humidité, vont former des pluies acides. Donc, ces pluies acides-là vont généralement transformer le pH de l'eau et puis faire en sorte qu'on acidifie, si on veut, les océans. Donc, l'idée d'encourager si on veut, une économie vers les isolants biosourcés nous permet de venir directement contrevenir à l'augmentation, si on veut, de l'acidité des océans. À votre gauche, complètement, on a une maison qui a été faite avec un coffrage chaud-chanvre. Donc, c'est une maison qui, dans le fond, on mélange de la chènevotte avec de la chaux et puis on en fait un coffrage. Et puis, par la suite, à l'intérieur comme à l'extérieur, on peut faire des enduits. Il faut comprendre que c'est des maisons qui ont un facteur R qui n'est pas très élevé. Donc, généralement, par pouce d'épaisseur, le béton de chanvre a un facteur R d'à peu près R2.1. Et puis, contrairement à l'uréthane, où on va avoir à peu près un facteur R de 6 par pouce, je vous dirais que les maisons en béton de chanvre vont être beaucoup plus confortables en été et en hiver qu'une maison isolée à l'uréthane à cause du fort déphasage qu'on retrouve, je vous dirais, dans la paroi. Donc, le béton de chanvre stocke et piège 20 tonnes de carbone pour 100 mètres carrés, si on veut, de construction. Donc, ou 138 kg de CO2 pour une tonne de béton de chanvre, ce qui place ce produit-là parmi le matériel isolant le plus performant en termes de captation de CO2, si on veut, dans l'isolation. Puis, à titre comparatif, pour l'acier, 870 kg de CO2 sera émis pour une tonne d'acier neuf. Donc, à chaque fois qu'on construit un bâtiment en acier, je vous dirais qu'on contribue à émettre du CO2 dans l'atmosphère, alors qu'avec le chanvre, c'est à l'inverse, on contribue à le stocker. C'est sensiblement un beau parallèle à faire avec les structures de bois ou les maisons toutes en bois. Par contre, si on devait faire des maisons pièce sur pièce ou des maisons en bois pour tous les habitants du Québec, à ce moment-là, on manquerait de matières premières. Avec le chanvre, je pense qu'on a une capacité de production au Québec qui est énorme. Et puis à ce moment-là, on pourrait arriver à construire que des maisons en chanvre en interaction directement avec le bois. Ça, c'est à titre indicatif aussi, sachant que la combustion d'1 litre je vous dirais, d'essence va émettre 2,3 kg de CO2. Donc, cela signifie que généralement, pour une voiture moyenne qui consomme 2000 litres d'essence annuellement, on va relâcher à peu près 4600 kg de CO2 dans l'atmosphère. Donc, la maison de chanvre que je vous ai montrée juste auparavant, sur l'autre diapositive, a stocké l'équivalent de 3,5 véhicules, dans le fond, je vous dirais le roulement de 3,5 véhicules dans une année. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut arriver à, je vous dirais, à enrayer certains gestes qu'on pose en utilisant nos véhicules. Et puis, à partir de là, en construisant des maisons avec des produits biosourcés, on peut, je dirais, arriver à une empreinte pas nécessairement neutre, mais faire en sorte, en tout cas, qu'on aide un peu la planète pour faire en sorte qu'on utilise ces véhicules-là. C'est complet, donc je vous remercie pour votre attention.